Good Morning Business, le grand entretien. 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin, c'est Luc Châtel. Bonjour. Bonjour Luc Châtel. Vous êtes le président de la plateforme automobile. On va parler évidemment du plan de Bruxelles pour sauver l'industrie automobile, des droits de douane aussi avec ce répit d'un mois pour le secteur automobile. Ça a fait reprendre un peu de couleur au titre du secteur hier. La semaine dernière, vous avez écrit une tribune dans le Figaro où vous expliquiez que la disparition de l'industrie automobile, c'était plus une simple hypothèse, mais que c'était désormais possible. Désormais qu'on a depuis hier le plan présenté par Bruxelles, est-ce que vous avez regagné un petit peu en optimisme? Disons, j'ai le sentiment qu'il y a eu une prise de conscience hier à Bruxelles. D'ailleurs, le commissaire européen, Stéphane Séjourné, a repris mes propos, puisqu'il a démarré son intervention en disant l'industrie automobile est en danger de mort. Et il dit que la Commission européenne sort de sa naïveté. Oui, est-ce que c'est le cas? C'est-à-dire que nous avons eu le sentiment, la vérité, de prêcher dans le désert au niveau européen depuis des mois, voire des années. Et si au moins ce plan pouvait nous permettre de sortir d'une espèce de logique absurde qui consistait à opposer engagement climatique et stratégie industrielle, c'est ce qu'on a connu depuis 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, on a décidé de réglementer. Voilà. Au moment où les Chinois innovent, les Américains se protègent, l'Europe réglementait. On a décidé, on va faire de la norme. Et donc, on décide l'interdiction 2035, café, etc. Bref. Et donc, c'était vu exclusivement, j'allais dire, sous l'aspect engagement climatique. Voilà. Sans être accompagné d'une vraie stratégie industrielle. Comment notre industrie, qui est une industrie centenaire, qui est une industrie leader dans le monde, était capable d'amorcer ce virage et de le réussir. Donc il y a un pivot dans l'esprit européen pour vous sur ce point. Il y a une vraie prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle était attendue et j'espère qu'elle sera salutaire pour notre industrie. On n'a pas encore énormément de détails sur ce plan stratégique de la Commission européenne, mais quelle est pour vous la mesure phare, la mesure forte qui montre ce changement de cap? J'imagine que l'assouplissement des normes café, en tout cas, est un point important. Il est clair qu'en termes d'urgence, degré d'urgence, l'assouplissement de la norme café est la disposition la plus importante, qui était la plus attendue par la filière, qui consiste à comptabiliser sur 3 ans les niveaux d'émissions de CO2 et donc de donner une certaine souplesse aux constructeurs. Et ce qui est proposé par la Commission, je trouve, est astucieux, c'est-à-dire qu'en gros, on ne pénalise pas les constructeurs qui avaient de l'avance. On avait un débat ça, au sein de la filière, parce qu'on est dans un univers concurrentiel. Et vous avez des constructeurs qui avaient beaucoup investi avec leurs équipementiers, avec leurs sous-traitants, qui étaient en avance, d'autres moins. Il y avait des problèmes de calendrier de lancement de modèles électriques. Et donc, la proposition de lissage sur 3 ans permet finalement d'éviter l'absurdité. Il faut quand même imaginer le côté ubu de cette réglementation, c'est-à-dire qu'on s'apprêtait, l'industrie automobile européenne s'apprêtait à faire un chèque de 15 milliards d'euros à nos concurrents à BYD, chinois, à Tesla, ou, américains. C'était ça le sujet. On achetait des quotas aux constructeurs chinois ou américains pour ne pas avoir payé les amendes à l'Union européenne. Ou bien, autre solution, on ne vendait plus de véhicules thermiques, donc on faisait s'effondrer. Ce qu'ont fait certains constructeurs en arrêtant notamment dans des concessions les volumes. On le voit d'ailleurs sur le volume du marché, qui est encore en recul en début 2025 par rapport à l'année dernière, alors qu'on était déjà sur des volumes de moins 20 par rapport à 2019. Donc sur la question du calendrier, sur les interdictions des ventes de véhicules thermiques, là il y avait donc 2035, pour l'instant la date est toujours la même. Il y a une clause de revoyure prévue à 2026, elle va être un peu avancée, ça aussi c'est une avancée importante pour vous? Oui, nous le demandions, c'est-à-dire que nous pensions que... alors il n'y aura pas de changement dans la date de la clause de revoyure, qui est prévue, comme vous l'avez dit, en 2026. Ce qui change, et le commissaire l'a dit hier, c'est que nous allons commencer à discuter dès 2025, pour être prêts au début de l'année 2026. Voilà, c'est important parce que il faut tenir compte de la réalité du terrain. Et le terrain, c'est quoi? C'est le consommateur. En 2022, la Commission européenne a un peu oublié le client final, un peu oublié le consommateur, un peu oublié que l'automobile, c'était un service qui permettait d'apporter la plus grande liberté qui soit, la liberté de circuler. Et donc, si on pouvait rattraper cette aberration et qu'on pouvait y répondre en entendant le consommateur, en regardant objectivement l'évolution. Alors, il en achète. On a une part de marché aujourd'hui en France qui est de 18%, donc c'est pas nul. On a aujourd'hui, quand vous regardez le succès des véhicules hybrides, donc le consommateur, il a quand même depuis 5 ans migré dans sa tête. Simplement, le consommateur, il est perdu
il est perdu aussi dans le maquis des aides qui changent tous les 8 jours. Et ça, c'est absolument insupportable. Et puis ensuite, on a un énorme sujet de prix des véhicules électriques. Donc, ce qu'on a entendu hier sur des dispositifs d'incitation, d'aide à la demande au niveau européen va dans la bonne direction. Mais vous l'avez dit, le diable se cache dans les détails. Enfin, en tout cas, vous avez dit qu'on n'avait pas beaucoup de précision. Et là, nous en attendons sur les dispositifs d'incitation à l'achat. Le consommateur, il est aussi très impacté par le contenu local. Ce débat-là, enfin, ce chantier que lance la Commission européenne qui veut davantage de pièces européennes dans nos voitures. Sauf que les pièces chinoises, elles sont moins chères que les pièces produites en Europe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre une nouvelle fois à une hausse du prix des voitures dans les années à venir ? Vous savez, sur ce sujet, moi je crois qu'il ne faut rien faire de plus que ne savent faire les Américains ou les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font, nos grands concurrents ? Ils imposent pour toutes les importations de véhicules, mais aussi d'autres biens et services, ils imposent des clauses de localisation. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de contenu qui soit fabriqué à l'échelle du continent. Je rappelle une chose, c'est que lorsque les Chinois nous ont demandé à nous, Européens, c'est-à-dire les Américains, les Allemands et les Français, d'investir en Chine à la fin des années 90, au début des années 2000, où les constructeurs français, les équipementiers, ont énormément investi en Chine. Valeo a plusieurs dizaines d'usines en Chine, Forvia également, Opmobility. Donc ils sont très présents en Chine, ils ont beaucoup investi. Mais les Chinois ont fixé des règles. Et ces règles, elles étaient très simples, consistaient à dire, si vous venez, vous venez dans le cadre de joint venture. Et enfin, donc transfert de technologie. Et donc transfert de technologie encadré. Voilà. Nous, ce que nous demandons, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que les Chinois vont investir en Europe, ils le font déjà, ils vont venir. Je veux dire, en tant que passionné et un peu spécialiste d'automobile, moi je suis très admiratif de ce qu'ont fait les Chinois en 20 ans, c'est exceptionnel. Une industrie centenaire, réussir à être le premier pays producteur mondial, le premier pays exportateur et leader dans la technologie émergente, c'est fabuleux, fabuleux. Bon. Maintenant, qu'ils viennent en Europe, c'est normal, c'est un des grands marchés mondiaux, le marché américain leur est fermé, mais qu'ils viennent avec des règles. Voilà. Ce que nous demandons, c'est juste que la concurrence, elle soit loyale, qu'on ait un terrain de jeu. Vous savez, les Européens, ils ont vu arriver dans les années 70 les Japonais, dans les années 90 les Coréens, les industriels de l'automobile sont des compétiteurs. Donc ils n'ont pas peur de la compétition, à condition que celle-ci soit loyale. Donc ce que nous demandons, ce sont des clauses de réciprocité, comme nous en avons eu lorsque nous avons investi en Chine. Mais donc c'est sur ces contenus locaux, pour bien comprendre, vous êtes d'accord avec les équipementiers ? Nous avons pris une position de filière sur ce sujet. Et d'ailleurs, je note que dans le plan annoncé hier, ça a été partiellement repris, notamment en ce qui concerne les batteries et les aides aux batteries. Elles seraient conditionnées à un minimum de contenu local. Encore, on n'a pas le détail de la mise en œuvre. Voilà. Mais moi, je pense que dans les années qui viennent, c'est très important qu'on conforte notre industrie européenne et qu'on sorte, comme vous l'avez dit, de la naïveté. 1,8 milliard d'euros d'aide pour la filière batterie européenne, c'est suffisant ? Alors, ça existe, ça a le mérite d'exister. Et le sujet en Europe est parfois moins... Donc c'est pas suffisant. L'argent, le sujet est parfois moins l'argent en Europe que la complexité des dispositifs, que la lenteur des dispositifs. Je disais hier que finalement... on a été vacciné par le passé, puisqu'on a des grands dispositifs d'aide européens qui s'appellent les IPCEI, c'est-à-dire des projets d'investissement d'intérêt européen qui permettent de sortir des normes en matière de subvention. Déroger à certaines normes. Voilà. Faut imaginer que dans la distribution, on en a eu plusieurs en France, c'était environ 2 ans d'instruction de dossier. 2 ans. 2 ans, c'est plus que ne mettent les Chinois à développer une voiture nouvelle. Voilà. Donc, si vous voulez, le sujet de l'argent, il est là, il existe. Mais avant le sujet de l'argent, il y a le sujet de la rapidité, de la réactivité, de l'agilité. Voilà. Les Américains savent faire ça très bien. L'IRA, c'était massif. C'était rapide, lisible, et c'était très simple. On a besoin rapide, lisible et simple. C'est ça que nous attendons de l'Union européenne. C'est pas des machins avec des règlements qui n'en finissent pas, avec des durées d'application et on n'est jamais dans la règle. C'est ça qu'on. Il nous reste 1 minute pour parler des droits de douane avec ce répit obtenu par les constructeurs automobiles, notamment apparemment avec une discussion autour de John Elkann et de Donald Trump. 1 mois, ça a fait du bien, notamment au titre Stellantis.
hier. Comment on travaille avec ces informations qui arrivent, sont contredites? Comment vous travaillez? C'est très, très compliqué. Moi, je rappelle notre position. La position, elle est de dire qu'une bonne industrie, c'est une industrie sans droit de douane. Voilà, sans droit de douane. Ouais. Voilà, pour le commerce mondial, pour l'activité, moins il y a de droits de douane, mieux c'est. Alors ensuite, il y a pas la dynamique. C'est pas l'ambiance, ouais. Non, c'est pas l'ambiance. C'est pas l'ambiance. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on évoquait tout à l'heure le prix des voitures, et en particulier des voitures électriques. Voilà. Qui, à la fin, paye les droits de douane? Il faut arrêter de sortir là aussi de la naïveté. C'est le consommateur final. Donc, plus vous mettez en place des droits de douane, plus vous renchérissez le prix des voitures, et moins vous aurez de clients à la fin. Donc, c'est absurde. Et en fait, c'est une fausse protection. On s'abrite pour se rassurer, mais en fait, c'est une fausse protection. Donc, il faut mieux s'engager dans des programmes stratégiques de partenariat dans une industrie qui, je rappelle, est totalement mondialisée aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc Châtel, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.